une négociation perpétuelle. Et le RHDP a conscience que le fait qu'elle vienne dans son parti, ça va apporter quelque chose au parti. Donc je suis sûr qu'elle a un minimum de garantie relativement à ça. Donc elle s'assure que lorsqu'elle va au RHDP, elle puisse avoir un minimum de choses dont elle pourra jouir. Donc quelque part, le PDCI paie un cadre, une partie, c'est une partie du PDCI qui s'en va, c'est une partie de son histoire, c'est trop dit, mais une partie de sa stratégie, une de ses cadres qui s'en va et le RHDP gagne quelque chose. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cette situation-là s'inscrit dans une grande problématique. C'est le résultat d'une série d'erreurs qui ont été menées depuis la tête même du parti. Donc ce n'est qu'un résultat que, comme Chakouma l'a dit, qui risque de continuer. Il y a un de nos dévanciers qui disait que la problématique au niveau l'une des grandes problématiques du PDCI aujourd'hui, c'est son patron. Parce que les carences, les failles, les départs qu'on voit aujourd'hui sont à l'image de ces actions qui ont été posées. Donc il y a quelqu'un qui disait qu'on a l'impression que le président Thiam, étant de l'opposition, est en contre-insurrection contre lui-même. Pourquoi? La logique en politique, c'est que lorsqu'on est dans l'opposition, on est en insurrection. On réclame, on critique, on condamne. Lorsqu'on est au pouvoir, on est en contre-insurrection. Mais Diane Thiam, dans l'opposition, on a l'impression qu'il est en guerre avec lui-même. C'est-à-dire, il divulgue de manière publique les carences de son parti. Comme quoi, les gens au PDCI font n'importe quoi. Par rapport au cas Valérie Yapo, j'ai dit de ne pas faire parce qu'ils voulaient nous envoyer au procès. Les gens ne respectent pas X, Y, Z. La redondance du jeu. En même temps, il attaque la justice suisse. En même temps, il parle du président Macron. Avant, c'est moi qui lui rendais des services. Donc, en tant que cadre de l'opposition, il ne doit pas être plutôt dans cette posture-là. Parce que vous n'allez jamais voir un cadre du RHDP actuellement venir divulguer sur la place publique les carences ou bien les failles internes. Le RHDP n'est pas fort parce qu'il n'a pas de fissures en interne. Ils ont certes des divisions, des mésententes. C'est le propre même d'un parti. Mais lorsqu'on a un chef, après nos discussions internes qui constituent des brouillons de communication politique, lorsqu'on fait une communication publique, la communication publique doit être cohérente, constante et ne doit souffrir d'aucune contradiction. Ce que le PDCI n'arrive pas à faire aujourd'hui. Et je suis de ceux qui pensent que si cela continue, le président Diane Thiam, qui pour moi aujourd'hui n'a pas cette machine en main, de manière pratique, mais de manière officielle, il risque même peut-être de perdre la tête du PDCI. Hanifa Abouzouno? Alors, bon, forcément, ils perdent quelque chose, ne serait-ce que du côté numérique. Hein. Ça bouge. Ce que je pense, moi, qui ne suis ni analyste politique, ni politologue, citoyenne peut-être éventuellement un peu avertie, je pense que c'est une grande perte. C'est une grande perte parce que c'est une dame de terrain, de ce que je comprends, et qui est au contact des populations. Il faut rappeler, et je pense que tout le monde le sait ici, que quand il y a une information qui est donnée à la tête du parti, les représentants sur le terrain incarnent cette information-là et les populations se reconnaissent plus en eux qu'en réalité au parti en tant que tel. Donc je suis d'avis qu'éventuellement elle puisse emporter du monde, ramener du monde en tout cas avec elle éventuellement au RHDP. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas le prototype de la personne qui abandonne un parti pour aller dans un autre parti. Je ne trouve pas de meilleur mot, donc vous allez m'excuser, mais elle n'a pas l'air d'avoir faim. Oui, l'expression consacrée en Côte d'Ivoire, voilà. C'est de dire, bon voilà, elle est posée, elle est notaire, elle est influente, elle est connue et reconnue par ses pairs. Vous êtes en train de dire qu'elle n'est pas manipulable d'aucune façon. Tout le monde peut l'être à un degré, mais elle ne semble pas avoir ce profil-là. Donc du coup, ça suscite des interrogations réelles. Donc forcément, le PDCI perd quelque chose. Pour rebondir un peu sur ce que Alamine disait, je pense qu'il y a une descente d'informations qui est très complexe en ce moment au niveau du PDCI, ou en descente ou en remontée. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui bloque et qui rouille la machine. Alors, je ne sais pas si je pourrais le dire autrement, mais j'ai l'impression, mais c'est vraiment une impression toute personnelle, qui n'engage que moi, que le président Thiam se comporte peut-être plus en dirigeant de multinationales qui a son conseil d'administration, qui pourrait être peut-être les vice-présidents du PDCI, à qui il dit ça doit se passer comme ça, et que le temps que ça redescende, ben voilà. Ou alors c'est pas bien diffusé. Mais toujours est-il qu'il y a un vrai problème, eu égard au cafouillage, hein,
au fouillis qu'on voit ces derniers temps, un communiqué qui sort la seconde d'après, il est rappelé, des erreurs, et surtout, quand on connaît légèrement la machine du PDCI, je me rends compte que ceux qui signent ces communiqués ne sont pas ceux qui signent en temps normal quand on avait la structuration sous le président Henri Konan-Bédié. Et c'est perturbant parce qu'en fait, le PDCI RDA a toujours été un parti assez silencieux. Là, il parle beaucoup. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Et vous l'avez dit. Mélina Makissi. Dans la continuité de ta question, je posais la question directement donc, aux experts ici présents. Qui a le plus à gagner aujourd'hui dans ce ralliement? Est-ce plutôt donc, Linda Diplo, Maître Linda Diplo, ou plutôt le RHDP? C'est une très bonne question qu'on va soumettre. Selon vous, Cheikh Oumar Doumbia, tout à l'heure j'ai dit Cheikh Oumar Diarra, bon, autant pour moi, Cheikh Oumar Doumbia. Ouais. Je regarde déjà partant d'un point de vue électoral. Elle est déléguée départementale, ça veut dire qu'elle a un ancrage local. Certainement. Cet ancrage local va certainement soit être emporté en entier, soit être divisé entre le RHDP et le PDCI. Donc, parti au pouvoir a peut-être tout à y gagner. Quant à elle, elle a des choses à gagner. Parce que, première des choses, Barack Obama disait qu'en politique, 24 heures, c'est une éternité. Et les jours qui nous séparent des échéances électorales, notamment, pas seulement que des présidentielles, mais des législatives à venir, sont des jours cruciaux. Donc, être dans un bateau qui est en train de, j'ai envie de dire, vaciller, ou qui peut même aller au naufrage, ou être dans un bateau stable avec un vent favorable et qui se dit va à bon port. Lequel est le mieux? Je pense qu'elle a su déceler cela, sans pour autant, comme elle le dit, trahir ses valeurs. Par contre, là où j'ai peut-être un rajout au niveau de ce que Alamine avance, quant à cette posture d'insurrection et de contre-insurrection. La nature du parti qu'elle quitte, c'est un parti qui a presque jamais été un parti d'opposition, qui a toujours été soit au pouvoir, soit en étroite ligne avec le pouvoir. Donc, voir ce parti transformé tout d'un coup en un parti d'opposition, ce n'est pas forcément le parti qu'elle connaît depuis 20-25 ans de militantisme. Donc, il peut y avoir en fait ce sentiment ou ce syndrome d'imposture où les idéaux auxquels j'ai adhéré, ou le fonctionnement que j'ai vu se faire dans ce parti pendant 20 ans n'est plus son fonctionnement actuel. Il ne répond plus à ce que je souhaite faire ou à comment je me vois dans 5-10 ans. Et là, elle n'a d'autre choix que d'offrir ses services, parce que c'est ce qu'elle fait. Elle dit « je suis cadre ». J'ai des acquis politiques, voici ce que j'ai pu concrétiser. Qu'est-ce que vous aussi vous avez à offrir? Ce marchandage se fait et tout le monde en tire son compte. C'est une actualité qu'on va suivre de près, évidemment. Il y a une autre actualité qu'on va aborder ce soir, messieurs. Au lendemain du rejet de sa candidature, le président Laurent Gbagbo a rencontré plusieurs opposants ivoiriens, dont Pascal Affi N'Guessan et d'autres leaders politiques, notamment du PDCI RDA et du GPS. Ces premiers contacts traduisent une volonté de rapprochement, dit-on, au cœur de la contestation de la candidature du président Ouattara. Je vous propose de voir ce sujet, on en parle juste après. Au lendemain du rejet de sa candidature pour la présidentielle, l'ancien président Laurent Gbagbo a reçu ce 10 septembre plusieurs opposants. Parmi eux, Pascal Affi N'Guessan du Front populaire ivoirien, FPI. Nous sommes dans le même bateau, affirme Laurent Gbagbo pour justifier cette rencontre. Entouré de ses proches collaborateurs, le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a échangé avec ses hôtes sur la situation politique nationale. Les discussions ont notamment porté sur les analyses et observations suite à la décision du Conseil constitutionnel. Cette rencontre serait le signe que les relations entre Laurent Gbagbo et son ex-premier ministre reprennent des couleurs. Ces rencontres devraient se poursuivre dans les prochains jours avec les différentes forces politiques engagées dans le processus électoral. Je sais, ça c'est bon, ces deux hommes se connaissent. L'un a été le Premier ministre de l'autre. Depuis quelques années, il y avait visiblement des dissensions. En tout cas, un climat de méfiance s'était installé. Aujourd'hui, c'est la fin de cette crise de méfiance entre Pascal Affi N'Guessan et Laurent Gbagbo, selon vous? Justement, c'est une question que tout le monde se pose. Parce que on se rappelle qu'il y a quelques années de cela, tout le monde s'attendait à une reprise des relations entre M. Laurent Gbagbo, par exemple, et Mme Simone Eyivé ou M. Charles Blé Goudé. Et c'est resté dans le questionnement jusqu'à ce qu'on n'ait pas vraiment de reprise. Et lorsqu'on voit
c'est le différent qui avait existé pendant une période également entre M. Laurent Gbagbo et M. Afin Guessan. Et quand on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les deux sont de bons amis, ça remet effectivement cette question sur la table. Est-ce qu'effectivement, ils sont des amis ou sont des amis circonstanciels? Parce qu'il faut le rappeler, on se retrouve dans un cadre, et le président Laurent Gbagbo l'a lui-même signifié, c'est parce qu'on mène le même combat, où on a les mêmes intérêts, qu'on se rapproche aujourd'hui et que vous nous voyez ensemble. Donc on pourrait se poser la question de savoir si c'est par rapport à cet événement-là qu'ils sont ensemble ou pas. Mais ce qui est vraiment clair et ce qui est vraiment sûr et certain, c'est qu'il y a un rapprochement qui commence à s'effectuer entre M. Afin Guessan, pour ne pas dire le FPI, et le PPACI qui, il faut le rappeler, après division du FPI, a donné naissance au PPACI et plusieurs autres mouvements jusqu'à ce qu'il y ait véritablement différents problèmes entre les partisans, les militants du PPACI et ceux du FPI. Donc on est parti pour encore le questionnement, parce qu'on ne pourrait pas avoir de réponse là maintenant, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on observe le rapprochement qui avait commencé depuis le 9 août, la marche du Front commun, et qui est en train de partir jusqu'à peut-être arriver à une réconciliation effective. Alamine Fofana, vous partagez le même avis que Josias ou pour moi, c'est un vous cri nuancez? Oui, sur certains points. Pour moi, c'est un cri de détresse. C'est un cri de détresse parce que... Un cri de détresse de qui? Cette rencontre-là même, un cri de détresse des deux bords. Parce que souvent même, on a eu du mal à se défaire du fait que le président Laurent Gbagbo n'est plus le président du Front populaire ivoirien. Donc quand on connaît l'histoire des deux hommes, quand on connaît les luttes qu'ils ont menées, depuis la lutte multipartisane et j'en passe, j'avais du mal à voir le fait que le président Laurent Gbagbo, 4 ans après sa venue en Côte d'Ivoire, n'ait pas de rencontre officielle avec le président Afin Guessan. Il y a un principe en politique qui dit que celui qui agit a toujours une longueur d'avance si celui qui réagit. L'opposition est dans une réaction perpétuelle. Ils sont en train de décrire des actions du pouvoir et souvent des institutions de la République qu'ils trouvent antidémocratiques. Le communiqué du PPACI dit que c'est un déni de démocratie. Donc souvent, j'attendais même de voir les stratégies que l'opposition allait proposer et je suis déçu de voir que c'est finalement revenu à la base. On savait tous que le président Laurent Gbagbo et le président Tian Tiam ne seront pas, leur candidature n'allait pas passer. Donc ils étaient dans une lutte jusqu'au boutiste pour finalement venir se rencontrer. Pourquoi depuis 1 an, 2 ans que le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas réunifier la gauche ivoirienne pour commencer à réfléchir sur des matières? Parce qu'ils sont toujours en train de dire que le parti au pouvoir a fait telle manigance et souvent ils assimilent même des communiqués des institutions de la République qui sont censées être indépendantes et crédibles aux manigances du parti au pouvoir. Donc quand on connaît la promptitude d'action du pouvoir ou des institutions de la République à faire X, Y ou Z, 1 an, 2 ans, 3 ans avant, on prend nos précautions pour ne pas qu'on puisse assister à ce genre de situation. Parce que clairement, on savait tous qu'une fois que le Conseil constitutionnel ne reçoit pas cela, qui était le cas le plus en vogue, il allait forcément avoir rencontre. Donc c'est une réaction à une action. Ils ont un retard par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que je ne comprends même pas le fondement de cette réunion, d'autant plus que en Côte d'Ivoire, on a 2 types d'opposition. On a l'opposition radicale et l'opposition modérée. L'opposition radicale, les Gor et les Tor, les Gor, Gbagbo ou rien, les Tor, Tiam ou rien. Ces 2 politiques-là sont vouées à l'échec. Le cas le plus évident, c'est les candidatures de précaution qui ont été proposées par eux-mêmes, leurs militants. Aujourd'hui, la gauche a 2 candidats. 2 candidats qui sont retenus pour l'élection présidentielle, Awadon Melo et Simone Hervé Gbagbo. Pourquoi prétendre vouloir faire une rencontre, une réunion pour pouvoir trouver des stratégies pour survivre quand on a 2 candidats de la gauche qui ont fait le beau jour de la gauche ivoirienne qui sont retenus? Pourquoi ne pas simplement valider ces candidatures qui, pour moi, devaient être faites depuis longtemps, mais rien n'est jamais tard pour mieux faire, même si je pense que ça ne va pas forcément ébranler le RHDP ancré actuellement, mais ça va éviter la guerre aux Ivoiriens, ça va éviter les tensions et ils pourront avoir un résultat et pour travailler pour l'avenir. L'une des choses qui fatigue le plus notre opposition, c'est pour moi cet égo démesuré qui fait que personne ne veut faire le premier pas, où chacun essaye de partir dans son couloir contre quelqu'un qui est centré, cohérent et concret dans ses actions. Pour moi, c'est un cri de détresse qui ne va rien donner. Hanifa Abouzouno, un cri de détresse pour vous aussi ou vous avez une autre lecture pour moi, de ce rapprochement? C'est une logique qui continue. Je veux dire, ils parlent, ils disent des choses, ils annoncent des choses. Quand ça ne se passe pas comme prévu, on annonce autre chose. Et voilà. Après, l'objet de la rencontre n'a pas été forcément clairement identifié. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit forcément pour une
une énième coalition. Ça peut être très bien pour se mettre d'accord sur un candidat éventuel à soutenir. Moi, j'aurais peut-être demandé pourquoi c'est d'abord les candidats qui ne sont pas sur la liste qui rencontrent. Peut-être qu'il aurait fallu rencontrer les candidats qui sont sur la liste. Mais bon, comme c'est la première d'une série de rencontres, peut-être qu'il y a une suite. Je suis assez d'accord avec Alamine, parce qu'en règle générale, j'ai cette impression-là qu'il n'y a pas de proactivité, il n'y a pas de vision qui soit clairement déclinée, comme si 2025 nous surprend, alors qu'on savait qu'en 2020-2025, c'était dans 5 ans, et qu'il y avait des obstacles à passer, une machine à mettre en branle si on voulait des résultats concrets. Donc, le mot à la mode ces derniers temps, c'est stratégie. Donc, on va dire que c'est la stratégie. Mélina? Je trouve que c'est un bon signal, en tout cas pour les militants de gauche, qui ont dû être très contents de voir donc, le président Laurent Gbagbo et le Premier ministre Afin Guessan se rencontrer. Après, on va voir aussi qu'est-ce que ça va donner par la suite, cette première rencontre. Absolument. Cheikh Oumar Doumbia, Laurent Gbagbo, Pascal Afin Guessan, vous connaissez très bien les deux profils. L'un est le lieutenant de l'autre. Et puis, il y a eu la période où finalement il y a eu une sorte de divorce. Aujourd'hui, quand il se retrouve à quelques mois, à 1 mois et un peu plus de jours de la présidentielle, qu'est-ce que ça peut augurer pour vous? Première des choses, ça me conforte dans la même analyse que j'avais lorsque quelqu'un quitte le PDCI pour venir au RHDP. C'est-à-dire que la sphère politique elle-même est en train de dire non à certaines choses et que les politiques ne veulent pas entendre. La sphère politique est en train de dire non d'abord à l'homme fortisme. J'aime l'appeler comme ça. C'est-à-dire, je suis l'homme fort, sans moi rien ne se passe. La politique, aujourd'hui, en Afrique, est en train de dire non. Et plus les gens se rendent compte de ça, plus ils acceptent, mieux ça ira. La seconde chose, c'est que les partis politiques, en sciences politiques, nous les appelons des structures d'opportunité politique. Donc, structure d'opportunité politique rime avec ce qu'on appelle avoir un plan de carrière politique. Donc, nos partis ont échoué pendant un temps à créer des schémas de plan de carrière politique pour les militants. Ce qui fait qu'un militant, à un moment donné, qui atteint une certaine force, ne peut que partir, créer une autre force. Et ça, c'est tout ce que nous regardons. Tout le monde est venu de chez tout le monde, et ensuite, ils finissent par se retrouver. Donc, aujourd'hui, l'autre signal, c'est de dire aux partis politiques, attention, mettez de véritables plans de carrière pour vos militants, pour qu'à un moment donné, vous ne soyez pas obligés de connaître des divisions et ensuite de revenir ensemble parce qu'à la base, vous réfléchissez avec les mêmes fondamentaux. Troisième point sur cette rencontre et d'un point de vue purement électoral, je pense que pendant un temps, en tout cas pendant cette période de pré-campagne, Laurent Gbagbo a réussi d'un coup de maître à se transformer en chef de file de l'opposition. Parce que le président Tcham n'a pas su s'asseoir réellement dans cette posture-là, malgré qu'il ait le plus grand nombre de députés au niveau de l'opposition. Le président Gbagbo a contraint tout le monde à venir vers lui. Maintenant, cette annonce faite par le Conseil constitutionnel lui coupe l'herbe sous le pied, parce qu'il ne peut plus être le champion de l'opposition, vu qu'il n'est pas en mesure d'aller aux élections. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? En bon politique, il doit d'abord réajuster sa force, c'est-à-dire, est-ce que seul je peux continuer à tirer des gens qui sont déjà candidats, qui doivent réfléchir à se faire élire, ou est-ce que je peux créer une troisième voie? Et à partir de cette troisième voie, peut-être ramener ceux qui sont candidats à discuter avec moi. Sauf que dans ce jeu, c'est bien vu politiquement, hein, c'est une stratégie connue, sauf que dans ce jeu, il y a quelqu'un qui sort gagnant. C'est le parti au pouvoir. Parce que pendant qu'il faut trouver la bonne formule au sein de l'opposition pour pouvoir faire face au parti au pouvoir, lui, il avance tranquillement et gagne du terrain en grignotant et cadres et militants et aussi de l'espace électoral. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, je pense, c'est ces deux grands acteurs qui doivent répondre à une simple question. Est-ce que c'est la fin de la politique pour nous? Si oui, est-ce que nous sommes d'accord avec cette fin? Et la réponse naturelle, c'est souvent non. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour nous maintenir dans le jeu? Et qu'est-ce que nous faisons pour maintenir nos partis dans le jeu? Et je pense que cette rencontre va forcément tourner autour de ces points.